Et nous allons commencer tout de suite avec Pierre. Pierre, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes avec merci, nous. Merci pour mon appel. C'est normal, vous nous appelez. Alors, moi, mon histoire, c'est un peu l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde. J'ai une vie maritale pleine. J'étais marié pendant longtemps, plus de 30 ans. Et j'ai 3 enfants. Tout s'est bien passé. Finalement, c'était une belle histoire. Je regrette rien. Enfin, c'était vraiment très, très bien. Mais depuis 2 ans, je me suis séparé, en fait. Ça s'est fait un peu naturellement. Naturellement. Enfin, c'est un désamour, enfin pas naturellement un désamour. Progressif. Voilà, c'est ça, une sorte de perte d'admiration, enfin en ce qui me concerne, hein, voilà. Bon, il y a eu un incident qui n'est pas de mon fait, peu importe. Enfin, voilà, je pense que dans ces cas-là, les responsabilités sont partagées. Je suis donc séparé depuis 2 ans. Oui. Et je vis dans un studio à Paris, un petit studio, enfin voilà. Et je me suis dit que le plus important pour moi au début de ma séparation, c'était de refaire mon réseau social Tout à fait. et puis de retrouver une vie sentimentale. Alors donc je suis sorti beaucoup dans Paris, ça me donnait une vie parisienne nocturne, enfin bon. Finalement, j'ai pas trouvé mon compte. Non. Je rencontrais que des femmes superficielles qui n'étaient pas disponibles. Alors, où est-ce que vous les rencontriez, ces femmes ? Un peu partout dans Paris, soit dans des sorties au théâtre, au cinéma, au spectacle. Non mais attendez, un peu partout dans des sorties. Alors, expliquez-moi, c'est-à-dire que vous donniez rendez-vous ou vous les trouviez directement au théâtre ? C'est-à-dire j'étais sur un réseau qui s'appelle OVS. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien fait de le dire. Non, voilà. tout à fait, vous avez le droit. Et donc, bon, c'était bon enfant. Enfin, on se fait des amis, mais bon, c'était pas des vraies relations amicales. C'était plus des amis de sortie, enfin. Et puis quelques relations avec des femmes. Oui. Qui démarraient, mais qui n'étaient jamais des relations durables. Pourquoi ? En tous les cas. Je pense que les femmes n'étaient pas forcément disponibles, hein. Justement, c'était pas forcément dans des sorties pour rencontrer quelqu'un. Le cadre ou la configuration n'y était pas. Alors bon, ça peut se produire, hein, mais c'est quand même assez rare. Et, j'ai arrêté ces sorties parce que je pense que ça correspondait pas à ma personnalité. Oui. Du jour au lendemain, je me suis dit non, c'est pas moi. Faut que j'arrête de sortir comme ça et de dépenser toute ma vie dans ces sorties. Je veux dire, ça correspondait pas à ce que je souhaitais finalement. Enfin, c'était en trop grand décalage par rapport à ma personnalité. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain. Je me suis dit bon, si je veux rencontrer vraiment quelqu'un, le meilleur moyen c'est de m'inscrire sur un site de rencontre. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis même inscrit sur 2 sites. Waouh. 3. Soyons fous. Voilà. Et donc que j'ai choisi pour la fréquentation, la population, etc. Enfin voilà. Et bah là, c'est très compliqué parce que malgré que, enfin c'est pas, je sais pas si je sais pas faire. Enfin, c'est vrai que ça demande un effort sur soi et puis beaucoup d'énergie aussi. Et beaucoup de temps. Et beaucoup de temps, ouais. C'est assez consommateur. Ah oui. J'arrive pas, quoi. C'est quelque chose que je sais peut-être pas faire. Alors je me dis, j'ai eu des relations, des débuts de relations, 3-4 mois, tout au plus. Hein. Ah, quand Mais même. sans que ça débouche sur une relation durable. J'ai un peu l'impression que, comment dire, qu'on attend trop de la relation. On se dit sur ces sites, oui, je mérite quelqu'un de bien et avoir une relation forte, enfin une relation amoureuse forte, au moins aussi forte que celle qu'on a déjà connue, peut-être plus forte encore. Et on est un peu déçu à la longue quand la passion retombe un peu. Eh ben, on n'arrive pas à basculer ou comment dire, les égos s'en mêlent.
Du coup, Ouais, alors écoutez, moi j'ai bien compris que vous avez divorcé, mais qu'est-ce que vous attendiez en vous séparant de votre femme au bout de 30 ans? Qu'est-ce qui vous manquait? il me manquait il me manquait une relation amoureuse, enfin que j'avais perdue au fil du temps. Alors bon, il y a eu cet événement qui a fait que c'était le déclencheur voilà, de, de mon éloignement, on va dire. Mais voilà, je pensais retrouver une relation, pas identique, parce que mais une relation amoureuse, quoi. Je pensais que je pouvais, oui, recommencer à aimer quelqu'un, et puis parce que je sais faire que ça, quoi. Vivre en couple, vivre seul, pour moi, on n'est pas fait pour vivre seul, donc Oui, et en même temps, c'est c'est difficile de rencontrer quelqu'un avec qui on peut vivre, comme vous dites. C'est pas évident. c'est pas évident, non. Mm. Et j'en vois beaucoup, donc là, je passe de bras en bras, mais ça Ah, quand fonctionne même, pas. vous êtes un Ah oui, oui. séducteur, Pierre. Malgré tout, je rencontre beaucoup, j'ai beaucoup de contacts, mais ça ne fonctionne pas, quoi. Ça Donc ne je me dis que fonctionne pas. Alors, c'est de ma faute, je sais pas vivre en couple, je suis pas, j'ai pas assez d'empathie, enfin, et je si manque vous ne d'intelligence de rencontriez cœur. tout simplement pas les bonnes personnes? Parce que Pourtant, moi, ce que ouais, j'ai envie de vous dire, c'est que on tombe pas amoureux comme ça du jour au lendemain. Vous allez me dire, oui, mais ça fait 2 ans. Ok, pendant un an, vous êtes sortis, vous avez fait des sorties, vous êtes allé au théâtre, au cinéma, enfin bon, bref. Et puis là, vous avez rencontré des femmes qui n'avaient pas forcément envie de s'impliquer. J'ai bien voilà. compris, c'est à peu près ça. Elles étaient là pour sortir, mais pas forcément pour démarrer une histoire. Mhm. Quoique, bon, en tout cas, elles ne vous ont pas donné cette impression. Non. Donc du coup, vous vous inscrivez sur des sites, et pourquoi pas, parce que Mhm. c'est un nouveau moyen de communication, enfin de rencontre en tout cas, vous vous inscrivez sur ces sites, et là, vous tombez sur absolument tout le monde. Oui. C'est comme si vous étiez, j'ai envie de dire, au milieu d'une foule. Et au milieu Ouais. d'une foule, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément quelqu'un qui est là pour vous immédiatement. Mhm. Tout de suite. Or, vous, votre attente, c'est de vouloir immédiatement rencontrer la bonne personne. Vous vous dites, c'est vrai, j'ai besoin d'amour, je suis pas fait pour vivre seul. Moi, je vous suis. Je suis Mhm. tout à fait d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas imaginer continuer votre vie, avoir une histoire forte, comme celle que vous avez envie d'avoir, du jour au lendemain, en étant séparés depuis 2 ans, au bout de 30 ans de vie avec quelqu'un. Parce que Ouais. ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu? Qu'est-ce qu'elle signifierait, votre histoire? Rien. On ne rencontre pas tous les 4 matins quelqu'un avec qui on peut être. Et ça, on a beaucoup de mal à l'entendre. On a l'impression que parce qu'on est libre, parce qu'on est disponible, on va immédiatement rencontrer, ça y est, c'est bon, je peux maintenant, je me sens prêt. Ok? Je me sens prêt, ça veut pas dire que sur votre chemin, vous allez croiser des personnes qui vous correspondent nécessairement. C'est pas que vous ne savez pas faire. C'est qu'on tombe pas comme ça sur, bon, je vais pas dire l'âme sœur, mais en tout cas quelqu'un qui va vous aimer. Et aimer, c'est quoi? C'est-à-dire vous regarder avec bienveillance, avoir envie que vous soyez heureux, vous faire plaisir et que vous allez aimer en retour. Ouais. C'est beaucoup plus dur à trouver qu'on imagine. Alors, je comprends votre attente. Je vais pas vous dire le contraire, mais ça se passe pas comme ça sur un claquement de doigts du jour au lendemain. Tiens d'ailleurs, Là, ça se passe pas comme ça. Non. ah bah non, regardez, vous voyez, je reçois un petit message d'Anne qui dit à peu près exactement la même chose que moi. Pierre n'est-il pas trop pressé? Après 30 ans de vie de couple, peut-être faut-il prendre le temps de faire le point sur soi-même et sur ses attentes. Ouais. Moi, je me disais, est-ce que c'est pas le moment de faire une pause, d'arrêter tout ça, en fait, puis de se poser, parce que, voilà, c'est... De vous retrouver seul avec vous. ouais. Vous en avez envie? Je sais pas si c'est le moment, en fait. J'ai tellement cette pression de la solitude. Alors, c'est pas désagréable d'être célibataire. Bon, ça a aussi certains avantages, mais... Attendez, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous êtes loin ou très près de votre appareil? je suis pas trop loin, quand même. Pas trop loin? Bon. Il est juste à l'oreille, oui.
Juste à par l'oreille, contre, d'accord. Ouais. ouais, Alors parlez ça un va tout mieux là. petit peu plus fort, oui. Ah ouais. Et voilà, et pas trop près, pas trop loin non plus, Mm. parce que j'ai du mal quelquefois à vous Ouais. entendre. Oui, je disais, bon, la solitude, ça a certains avantages de faire un retour sur soi. Bon, c'est pas désagréable. Non, mais c'est bien d'apprendre à être seul avec soi, c'est-à-dire Mm. ne pas s'ennuyer avec soi-même, pouvoir se supporter, c'est déjà beaucoup. Ouais. Parce que peut-être qu'à force de chercher, finalement, je me perds un peu. Je sais plus trop Qui ce que vous êtes? j'attends. Ouais. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant ne pas rester disponible et l'œil ouvert, vous voyez, avec l'appétit de la vie. Mm. Moi, Ouais. j'ai plutôt envie de vous dire, continuez de sortir sur les sites, pas sur les sites, mais continuez. Et le mieux, c'est de vous investir dans une activité que vous aimez. Alors, je voudrais d'abord vous poser une question. Vous travaillez, Pierre ? Oui. Alors de ce côté-là, j'ai aussi des difficultés parce que finalement j'étais mis au placard et demain je suis convoqué à un entretien. Voilà. Ah, Donc ça, ça me met aussi la pression. Donc de temps en temps, je suis un peu fatigué quand même. bah j'imagine. Euh, Mais ouais, vous êtes convoqué, ouais. vous risquez d'être mis au placard. Mais moi, la question, c'est est-ce que dans votre activité professionnelle, vous pouvez faire des rencontres ? Non, ça j'évite. Non, non, je ne mélange pas. Non, vous mélangez Non, pas, mais vous savez, non, quelquefois, on choisit pas. ouais. Non, non, là, je pense que c'est pas. Non, je mélange pas mon activité professionnelle D'accord. et non, je sais pas faire en fait. Bon, oui, Voilà. mais vous savez, finalement, savoir faire, c'est pas la question. Mhm. Si je devais vous donner un truc, une petite recette comme ça, c'est simplement manifester de l'intérêt pour l'autre, celui qui est en Mhm. face de vous. Ouais. Est-ce que ça, vous savez faire ? Oui, ça je sais faire. Je pense que j'ai une grande sensibilité, enfin, et puis un grand respect pour les femmes. Alors c'est pour ça que je considère pas que la femme est un objet d'échange. Donc Ah bah c'est bien ça. je fais, je fais très attention à pas être vulgaire, à pas être trop intrusif. Enfin bon, je suis assez discret, on va dire, et réservé dans la relation. Alors, mon souci à moi, c'est que dans une relation, je recherche que la personne que je fréquente soit, soit parfaitement heureuse. Alors ça, c'est compliqué. Donc je me mets peut-être un peu trop de pression aussi. Alors c'est peut-être aussi un, un biais que j'ai qui n'est pas très bon pour moi. Enfin, et puis pour la relation en même temps, je sais pas. Enfin, mais bon, on se refait pas. Maintenant, je viens de passer les 60, donc bon, Ouais, voilà. mais c'est très séduisant, un homme de 60 ans, contrairement à ce que vous imaginez. Alors, des petits messages à votre attention, Pierre. Mimi le boulanger, j'aime beaucoup. Bonsoir, il faut aller à la boulangerie tous les matins. Là, vous allez peut-être rencontrer l'âme sœur. C'est vrai, parce que les personnes se lèvent toujours à la même heure et vont toujours chercher le pain ou des croissants au même moment. Un autre petit message de la part de Kate qui dit merci de communiquer mon numéro à Pierre. Je cherche comme lui la belle rencontre, donc pourquoi pas. On vous donnera le numéro de Kate hors antenne, allez Ouais. savoir. Et puis un autre message qui dit après 30 ans de vie commune, l'âge est là et si vous cherchez avec ce que vous êtes devenu, un homme fait et la patience qui va avec. Voilà. Donc là, et je comprends ce que dit ce message. D'une certaine manière, vous êtes dans une sorte de frénésie adolescente, mais ça va pas avec ce que vous êtes. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est beau l'adolescence. Hein. Il y a des Mhm. adultes, enfin il y a des personnes qui arrivent à ne jamais être adultes. Ouais. Mais, oui, je pense que c'est vrai que il y a cette, je voulais que mon affaire de vie sentimentale soit résolue avant mes 60 ans. C'est bon, ça n'a pas marché. Revenez vers moi, je vous perds. Je dis, je voulais que ma vie sentimentale soit réglée avant mes 60 ans. Bon, tant pis. Il va falloir que je patiente un peu plus. Bon, alors, petite réaction, si vous voulez bien, Pierre, de la part de Cathy. Bonsoir Cathy. Bonsoir Caroline.
Donc, vous êtes là, vous n'avez pas 60 ans, mais vous êtes célibataire depuis 10 ans. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, c'est très difficile de rencontrer la personne idéale, voilà. Mais je pense que déjà, ça passe par l'amitié auparavant. Si ça ne le fait pas plus, il faut pas chercher ailleurs. Ça peut se trouver, voilà. Je suis toujours seule depuis plus de 10 ans. Ouais. Et je vis ma vie comme ça. C'est vrai que la solitude me pèse parce que j'ai toujours partagé. J'ai vécu dans un milieu de collectivité depuis l'âge de les colonies de vacances depuis l'âge de 9 ans. Et après, à l'âge de 18 ans, donc j'ai toujours été en collectivité. Et depuis 2006, je me retrouve C'est le désert seule. de Gobi. Voilà, mais je peux dire que c'est pas facile à trouver, donc je rejoins ce jeune homme quelque part. Ouais, voilà. Bah oui, plein d'espoir et d'attente. Voilà. Tout à fait, mais il faut pas désespérer. Quelque part, je peux lui laisser mes coordonnées. Pourquoi pas ? J'ai pris l'interview en cours et je sais pas quel âge il a exactement. Pierre, Je viens juste d'avoir 60, il y a quelques jours. il y a quelques jours. Voilà. Il y a quelques jours. Et moi, je vais prendre 55, là, le premier jour de l'automne, le 23 septembre. Ah, bravo. Écoutez, il n'y a pas d'âge qui compte. Hein. J'ai une relation avec un homme de 18 ans de plus que moi. Et moi, l'âge n'a pas de... je vais vous dire, l'âge n'est pas en priorité. Il faut simplement une alchimie entre deux personnes. Et Une voilà. Une rencontre, voilà. Une rencontre. Ouais. Une rencontre et l'alchimie aussi, Ouais. un feeling qui passe bien. Et voilà. Mais il faut pas chercher. Je pense qu'il faut pas chercher. Moi aussi, j'ai fait les sites de rencontres. Ça m'a rien apporté. Ah bon ? Non. Vous avez été déçue ? J'ai été déçue, oui. Oui, parce que à mon avis, je suis tombée sur des personnes qu'il ne fallait pas. Et je peux peut-être le dire à l'antenne. À mon avis, dans mon verre, j'ai été droguée. Ah ! À votre insu. Ouais, effectivement, c'est une mauvaise expérience. Tout à fait. Ouais. Donc, quelque part, ça m'a dégoûtée parce que je me suis réveillée le matin, je me suis demandé ce que je faisais là. Ouais. Et voilà, je sais pas, il y a eu un trou noir. Ah oui, un coup dur, ça. C'est un coup dur. Oui. En effet. Donc, maintenant, faut se méfier, surtout pour une femme, c'est clair. Je dirais que c'est plus délicat pour une femme que pour un homme. Ah bon, pourquoi ? Écoutez, il y a un homme pour 3 femmes en France. Ah, vous êtes en train de me dire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes célibataires ? Je ne sais pas. Si je le pense, parce que quand on prend les hommes déjà, un homme pour 3 femmes, et si on pense aux homosexuels, donc ça en enlève Des deux pas côtés. mal non plus. Oui, des deux côtés. Et bon, vous êtes en train de me dire que la concurrence est rude. Tout à fait, oui. Mais c'est Pierre son prénom. Là. Oui, tout à fait. Oui. Eh bien, il faut pas désespérer et je pense qu'il faut pas chercher. Ça viendra, comme ça viendra. Mais je pense que plus on cherche, moins on trouve. Ouais, on le dit souvent et en même temps, c'est vrai aussi que personne ne va monter chez vous et sonner, Cathy. Oui. C'est vrai. Mais j'ai pu entendre des gens comme ça. L'amour était près de chez eux. Oui, c'est-à-dire qu'il faut garder l'œil grand ouvert et puis ne pas refuser les opportunités que la vie vous offre. Cathy, merci de votre appel, merci de votre témoignage. Et je laisse mes coordonnées à Pierre. Tout à fait, absolument. Et s'il veut m'appeler, il n'y a pas de souci. Ne serait-ce que pour bavarder. Merci Cathy. Merci beaucoup. Au revoir Cathy. Au revoir Pierre, au revoir Caroline. Au revoir.
Pierre, bon, alors effectivement, Cathy a dit ce que souvent vous avez certainement déjà entendu. Quand on cherche, Oui. on ne trouve pas. Il ne faut pas chercher, il faut se laisser aller, il faut se laisser porter. Oui. Et en même temps, moi, je pense que si on reste enfermé chez soi, il est certain qu'on va rencontrer personne. Donc, je serais un peu tentée de vous dire, ce qu'il est intéressant, c'est de pratiquer une activité, un sport, éventuellement vous engager dans quelque chose qui soit un peu type ONG, etc. Enfin, vous voyez, je veux dire, une cause. Militer. Parce que là, vous allez retrouver des gens qui seront pas forcément pour rencontrer, mais vous allez en rencontrer et vous aurez un objectif commun. Et ça, ça rapproche terriblement. Ouais, et ça je pensais justement faire de l'entraide à la rentrée, enfin. Non. Exactement. Et puis, ça vous permet, vous, de vous sentir bien, parce que s'occuper des autres, finalement, ça permet aussi de se regarder le matin dans la glace en disant « je ne fais pas que pour moi, je fais aussi pour autrui ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça vous conforte dans l'estime de vous-même. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça vous donne plus d'assurance, ça vous donne plus de confiance, vous vous plaisez davantage et donc vous êtes plus séduisant. Parce que ce que j'entends derrière, c'est que vous n'avez pas arrêté de me dire c'est de ma faute, c'est moi qui ne dois pas savoir faire, j'ai ceci, j'ai cela. Peut-être que vous vous dévalorisez un peu trop. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une vraie déception. Malgré tout, on se dit, bon, cette fois-ci, c'est peut-être la bonne, et en fait, non. Donc c'est quand même une déception amoureuse à chaque fois. Oui. Ouais, on traverse un petit peu des grands moments de solitude, quoi. C'est-à-dire que vous y croyez trop. Oui. Peut-être à chaque fois. Et ça, je vous dis, c'est parce que vous êtes trop en attente. Ce qui est important, c'est de faire le point. Et honnêtement, vous n'allez pas tous les 4 matins rencontrer quelqu'un pour vous. Vous en savez quelque chose. Vous venez de passer 30 ans avec une femme. Donc, avant d'en rencontrer une autre avec qui vous ayez envie de passer autant de temps, il faut être un peu difficile, même, j'ai envie de vous dire, un peu exigeant pour vous-même. Si vous ne l'êtes pas, qui va l'être? Oui, bien sûr. Non, j'entends bien. Je comprends. Eh oui. Je comprends. Donc, quand vous parliez de faire un petit point sur vous, moi j'ai envie de vous dire arrêtez de penser à tout ça. Promenez-vous, allez à la boulangerie le matin, allez au bistrot, lisez un journal, faites un sourire de temps en temps, et puis passionnez-vous pour... vous faites du sport ? Ah oui, beaucoup. Bon, alors je sais pas, exemple, inscrivez-vous, ça marche très très bien, dans un club de running. Voilà, si vous faites un peu de course à pied, ou de marche, ou de ce que vous voulez, ou de balade le long des canaux, ou ce qui vous plaît, vous choisissez. Franchement, il y a tout un éventail. Ouais. Et puis, engagez-vous, qui disait. C'est exactement ça. Intéressez-vous à quelque chose qui ne soit pas vous, justement. L'entraide. Ouais. L'entraide, et vous allez voir que quoi qu'il arrive, vous allez rencontrer des personnes formidables, des personnes qui seront aussi là, sachez-le, avec l'envie aussi. Parce que quand on est seul, quand on a du temps à donner, qu'est-ce qu'on fait ? On donne de soi. Donc, vous avez aussi un certain nombre de célibataires qui sont là parce qu'ils sont disponibles et que, ma foi, c'est une bonne façon... Et puis, je trouve que c'est le bon moment pour le faire parce que quand on est un peu chargé de famille, qu'on a du travail... par-dessus la tête, c'est pas toujours le bon moment. Donc là, ça tombe bien. Du travail par-dessus la tête, voilà. Vous me parlez, vous allez avoir une période de repli, comme on dit. Mais je vous fais confiance, vous allez rebondir. Bien sûr. Pierre, merci de votre appel. Merci, et puis Caroline. À très bientôt, j'espère. À bientôt, au revoir. Au revoir. Nous allons prendre un autre appel. Nous allons prendre Nicole tout de suite après le flash qui vous sera présenté par Sophie Tussaud. D'ici là, n'hésitez pas, je vous rappelle notre numéro, le 3921. Je suis à votre écoute. J'attends vos appels. On est là pour parler des difficultés que vous pouvez rencontrer, des moments que vous traversez. Vous écoutez Europe 1. Il est 23h et tout de suite le flash avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. C'est un nouveau drame en marge de l'affaire Grégory. On apprend ce soir que le juge Lambert, le premier à avoir instruit le dossier, a été retrouvé mort à son domicile de la Sarthe. Il se serait donné la mort en s'asphyxiant avec un sac plastique. Un suicide qui interviendrait après les révélations des carnets intimes du juge Simon qui remettait en cause son travail dans cette enquête alors qu'il était jeune magistrat. Tout est question de négociation à présent. Le comité international olympique entérine le principe de la double attribution. Paris et Los Angeles sont assurés d'organiser les JO 2024 ou 2028. Mais pour cela, les trois parties vont devoir trouver un accord. Ce matin, les deux villes ont passé leur grand oral à Lausanne. Édouard Philippe en dit plus sur les baisses d'impôts qui seront mises en œuvre l'année prochaine. Elles s'élèveront à 11 milliards d'euros, soit 4 milliards de plus qu'initialement annoncé. C'est ce qu'indique le Premier ministre dans les Échos à paraître demain. La réforme de la taxe d'habitation sera mise en place progressivement. En revanche, celle de l'ISF sera appliquée intégralement en 2018 du côté et pour compenser la hausse de la CSG, des mesures seront mises en œuvre pour les indépendants et les fonctionnaires. Pas d'exclusion pour l'instant chez les Républicains. C'est une commission qui tranchera à l'automne le sort des 6 élus LR proches d'Emmanuel Macron. En attendant cette décision, le bureau politique des Républicains les sanctionne et les suspend de leurs fonctions au sein du parti. 4 mois de prison avec sursis, 1 500 € d'amende. C'est ce qu'a requis le procureur à l'encontre de l'homme qui a agressé Nathalie Kosciusko-Morizet le mois dernier durant la campagne des législatives. Vincent Debrez, maire d'une petite commune de Normandie, a comparu aujourd'hui à Paris pour outrage et violence. Il sera fixé sur son sort début septembre. Cela fait plusieurs fois que la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, est annoncée. Mais cette fois, l'Observatoire syrien des droits de l'homme déclare être en possession d'informations confirmées par de hauts responsables du groupe djihadiste. La coalition internationale affirme ne pas être en mesure de confirmer cette information. Le Tour de France, Marcel Kittel remporte la 10e étape entre Périgueux et Bergerac sur 178 km. Une 4e victoire pour l'Allemand qui conforte son maillot vert de sprinter. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Britannique Chris Froome. Et puis le tournoi de Wimbledon et pas d'exploit pour Adrian Mannarino. Le dernier Français en lice a été éliminé en 8e de finale par Novak Djokovic. Côté dames, Venus Williams et Garbine Muguruza se sont qualifiés pour le dernier carré. En revanche, c'est fini pour Simona Halep, la Roumaine numéro 2 mondiale, sortie par la Britannique Konta. Vous êtes sur Europe 1, il est 23h03 et c'est la libre antenne avec Caroline Veil. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Voilà, je vous propose d'accueillir Jeanne maintenant. Bonjour Jeanne. Enfin, bonsoir, Bonjour. pardon. Bonsoir. Merci déjà de prendre mon appel. Moi aussi, je suis comme beaucoup de vos auditeurs assez fidèles. Et je me suis rendu compte que vous étiez d'un grand secours et de bons conseils. Oh bah, et c'est les gentil auditeurs ça. aussi. Donc c'est pour ça que je vous appelle ce soir. J'ai hésité parce que mon problème dure depuis des mois. Oui. Et je me suis dit, je les appelle pas. Puis ce soir, je suis totalement désemparée par ce qui s'est passé cet après-midi. Et je voulais simplement avoir plusieurs conseils en fait. Alors on y va. Il s'agit de mon fils aîné qui a bientôt 43 ans. Ah quand même. Oui, quand même. Donc, c'est un homme. Hein. Oui. Mon fils, mais c'est un homme. Pour le faire très rapidement et brosser un peu un tableau de sa personnalité, mon histoire n'a rien à voir avec celle de l'auditrice précédente avec sa fille. Hein. Mais bon, c'est encore un problème d'enfant, enfin de grands enfants. Quand il était petit, c'était un petit garçon très coléreux, très intéressant. Il a parlé très vite, s'intéressant à tout, très intelligent, enfin d'après ce qu'on me disait, très éveillé. Alors il amusait tout le monde, bien sûr. C'était le préféré de sa grand-mère, de tout le monde, et tout le monde s'amusait beaucoup. Bon, il a fait des études, il a bien travaillé, et puis un jour on m'a appelé, il devait être en CM2, je crois, une institutrice me dit écoutez, je suis ennuyée parce que je trouve qu'il a une certaine
Violence en lui, quand il n'est pas d'accord avec un petit ami, si on l'agresse, il répond par des coups de poing, par... Wow. bon, Ouais. voilà. Alors, donc ça n'allait pas, mais vous savez, à l'époque, pédopsychiatre, tout ça, on n'en parlait pas beaucoup. Ouais. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est un petit garçon, c'est vrai qu'il est plus que coléreux que la normale, il est un peu bagarreur, mais bon, voilà, comme beaucoup de garçons. Ouais. Donc, je me suis pas inquiétée. Quand il avait 3-4 ans, j'allais en vacances sur une plage et il faisait beaucoup de colère, il se roulait par terre. Enfin, j'étais un peu désemparée. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoutez, madame, moi, je suis pédopsychiatre. Je pense que vous auriez intérêt à consulter. Bon, je me suis un peu, pas vexée, mais je me suis dit de quoi elle se mêle. Bon, ben voilà, toujours pareil, il est coléreux, il est un peu différent des autres. Il est un peu différent des autres, je disais déjà ça. Mais il travaille, enfin, il n'est pas... bon, la première année de maternelle, on m'a dit qu'on n'allait pas le garder parce qu'il s'intégrait pas trop au groupe, du style, il y avait un spectacle de marionnettes, si ça ne l'intéressait pas, il retournait sa chaise et il disait, moi je n'aime pas. Violent. Bon, voilà. Ouais. Donc c'était quand même une personnalité. Ouais. Une personnalité. Bon. Mais je m'en suis pas inquiétée. Il a fait des études brillantes, il a bien travaillé. Ah oui, sans aucun problème. Sans aucun problème. Il a fait des études, il a choisi ce qu'il voulait faire. Et puis, les études terminées, il avait tout bouclé, diplôme supérieur, maîtrise, DESS, etc., à 24 ans. Oui, bien sûr. Ah, c'est beau. Bon, donc voilà, moi, entre-temps, j'avais divorcé de son père quand il avait 5 ans, il faut le dire, parce que peut-être aussi ça joue dans les problèmes, je ne sais pas. Et mais bon, je l'ai élevé, je me suis remariée, et puis il y a eu, il ne s'entendait pas du tout avec son beau-père, que son beau-père comprenait pas son caractère, bien sûr, parce que c'était difficile aussi pour lui de comprendre ce caractère. Et un jour à 20 ans, son beau-père l'a mis à la porte parce que il s'était énervé après lui, et voilà, et ça s'est pas très bien terminé. Son beau-père lui a dit, maintenant tu prends ton sac, j'en ai assez de ton caractère, tu t'en vas. Bon, donc moi j'étais évidemment partagée entre mon mari, mon fils, que faire, est-ce qu'il fallait que je le suive? Alors la famille, comme on est très famille, mes sœurs me disaient, mais il faut que tu ailles avec ton fils, de toute façon tu n'es pas heureuse avec cet homme, enfin vous savez comment ça se passe dans une famille. Bon. Il a commencé à travailler. Moi, entre-temps, j'ai déménagé parce que, effectivement, j'ai divorcé. Enfin, il avait quand même 25 ou 26 ans, hein, c'était plus un bébé. Et je me suis éloignée de là où il était, de l'endroit où il travaillait. Bon. Et puis, je sentais bien depuis 15 ans qu'il n'était pas très épanoui dans son travail. Bon, mais je laissais les choses faire, peut-être par des involtures, je sais pas. Enfin bref, tant qu'il ne se plaignait pas, je laissais les choses faire. Il vous parlait ? Il me parlait en me disant, tu sais, finalement, vous m'avez obligé à faire des études, mais je me rends compte que j'étais pas fait pour ça. J'aurais préféré faire autre chose. Moi, je lui ai dit, écoute, fallait te décider avant, le dire. Et mais quoi, par exemple ? Ah, ben, il savait pas. Ah, ben, il sait pas. Ça, il savait pas. Mais il n'aimait pas ce qu'il faisait. Donc moi, j'ai dit, oh, ça va lui passer, de toutes les façons. Vous savez, je me suis pas inquiétée plus que ça. Et puis, il y a 2 ans, il est arrivé un soir, sans que je l'attende, avec un sac chez moi, donc à 1000 km d'où il était, en me disant, voilà, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, j'en peux plus, ça ne marche pas. De toute façon, alors qu'il était, d'après ce qu'on me disait, très brillant dans ce qu'il faisait, mais il n'aimait pas. Et donc, je ne sais plus ce que je veux faire. Bon, moi, vous savez, j'habite un petit appartement, donc je lui ai dit, écoute, c'est ta maison, hein, tu viens, je t'accueille, on va voir, on va y réfléchir. Et puis, il a commencé à développer des signes un peu de paranoïa. Ah oui. Inquiétant. Et puis un jour, il me dit, écoute maman, je peux plus, je tourne comme un lion en cage dans cet appartement. Je dis, mais oui, mais c'est très beau, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu as plus un sou, tu viens, tu me dis qu'il y a des choses à payer, je veux bien, j'ai quelques économies, je vais t'aider. C'est les parents, quand on peut, on est là un peu pour ça aussi. Mais là, je lui dis, tu sais, je ne sais pas où tu veux aller. Et comme j'ai une de mes sœurs qui est adorable et dont le mari s'est beaucoup occupé de lui, comme j'étais divorcée, il aime beaucoup son oncle, sa tante, ils habitent une maison en province, donc c'est plus simple. Me dit, écoute, envoie-le-nous, qu'ils viennent, la maison est ouverte. C'est bien, vous avez du monde autour de vous. Ah oui, heureusement. Donc, il l'accueille,
Ça se passe pas trop mal au début, c'est pas grand-chose. Il lit beaucoup, hein. Il lit. C'est un puits de connaissances. Vous l'interrogez sur tout, il sait tout. Il est bon. Alors, il me dit, tu sais, il lit beaucoup, il a l'air d'être assez calme. Puis, il a eu des signes un peu quand même qui étaient quand même curieux, c'est-à-dire qu'il a commencé à ne plus ouvrir les volets de sa chambre, à avoir peur qu'il soit épié. Il a développé une espèce de phobie en disant que s'il était parti aussi vite d'où il était, c'est parce qu'il avait subi des pressions. Mais nous, comme on n'était pas avec lui, on ne peut pas savoir le vrai du faux. Bien sûr. Qu'il avait subi des pressions, il a raconté une histoire rocambolesque qui pouvait se tenir au demeurant. Mais bon, voilà. Et puis, ma sœur me dit, tu sais, ça m'ennuie beaucoup parce qu'il ne veut plus sortir, il ne veut plus aller au restaurant, il ne veut plus rien faire. Il est là, il est terré. Mais il faut qu'il voie un médecin d'urgence. À la cave et on n'arrive à rien. Mais il faut qu'il voie un médecin d'urgence. Ah oui, mais attendez. Alors donc, on lui a dit, écoute, il faut faire quelque chose, on va appeler un médecin. Il a vu un médecin, mais il donne le change. C'est-à-dire que quand il voit un médecin, il dit, oh, non, tout va bien. Comme il est beau parleur, comme il sait bien s'exprimer, bon, les médecins ne sont pas alertés. Et puis ma sœur me dit un jour, écoute-moi, au bout d'un an, moi je peux plus le garder, c'est pas possible, là, il y a un truc qui va pas du tout, ça commence vraiment à me poser des problèmes, enfin bon, bien sûr. Bon, je le récupère chez moi. Entre-temps, j'ai des coups de fil de personnes qu'il harcelait, avec lesquelles il avait travaillé, par des SMS, jamais au téléphone, ou au téléphone en raccrochant, ou des choses inquiétantes. Donc je me dis, qui croire? Est-ce que c'est la personne qui m'appelle et qui me dit, écoutez, je vous appelle parce que je le connais bien, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon fils qui me raconte des histoires? Est-ce que c'est la personne en question? Bon, je savais plus qui croire. Finalement, au bout du compte, je me suis dit, il a un problème, c'est pas possible. Bon, je veux plus rester ici. Bon, écoute, j'ai dit, écoute, avec mes sœurs, on a gardé une maison en indivision, mais qui est pas très confortable, mais bon, dans lequel il avait passé toutes ses vacances d'été. Il dit, moi, je veux aller là. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de me ressourcer. Bon, le voilà parti là-bas, tout allait bien, il faisait toujours rien, hein, toujours à ma charge. Bon, son père dont je suis divorcée, mais avec lequel je m'entends très très bien, m'aidant, mais me disant, moi je lui donnerai pas un sou. Ah oui, mais c'est très bien, mais il s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. Il s'agissait pas de ça. Bon, donc je lui dis, écoute, moi je suis désemparée. Il a besoin de très peu de choses en réalité. Alors, je ne sais pas de quoi il a besoin. Toujours est-il que moi, je l'ai toujours peut-être trop gâté. Je ne sais pas. Maintenant, je culpabilise. Non, mais ça n'a rien à voir. Votre fils est malade. Il est malade, mais il est dans le déni de la maladie. C'est le symptôme de la maladie. Alors, souvent. Il s'est passé quand même quelque chose. On ne sait pas quoi qui a été le déclencheur. Est-ce que cette maladie, c'est là où je voudrais avoir l'avis et votre opinion et peut-être celle d'auditeur, est-ce que cette maladie, comme il était un peu pas différent des autres, mais quand même un peu différent, il l'avait en lui, au fond de lui, c'était un hypersensible, et il l'a développé parce qu'il a eu un choc que j'ignore. Est-ce que c'est une maladie qui est arrivée à 40 ans, qu'il a développé à cet âge-là? Est-ce que c'est la vie qu'il a menée là-bas? Alors je sais aussi qu'il a fumé. La garantie, voilà. Et maintenant, on en est au stade où alors il ne buvait plus, et puis au mois de mars, il parlait, il était très bien intégré dans le village où il était, tout le monde l'aimait beaucoup, prêt à rendre service, il est très gentil. C'est quelqu'un de très gentil en plus, qui a bon cœur, qui donnerait sa chemise. Bon. Et là, il a pris un soir une carabine, et il est allé tirer sur les volets de quelqu'un avec lequel il avait eu des mots dans la journée. Cette personne, évidemment, a appelé la police, on aurait Tant fait mieux. Comme... Voilà. Mais comme il avait bu, il a fait passer ça sur son état d'ébriété. Il est très intelligent. En réalité, je pense qu'il a totalement conscience de sa maladie, votre fils. Je sais pas. Mais si, simplement, il ne veut pas aller là où il doit aller, c'est-à-dire dans un hôpital. Oui, mais il veut pas. Bien sûr. Malheureusement, je me suis renseignée, on m'a dit on ne peut pas l'obliger. Alors, moi j'étais assez, entre guillemets, satisfaite. Je me suis dit, après cette histoire, il y a eu le procureur de la République, il est passé en comparution immédiate. Nous en avons profité, toute ma famille, pour écrire au procureur en lui disant, attention, c'est pas du tout une question d'ébriété, il est malade, il est dangereux pour lui et pour les autres.
On a fait des témoignages. Il a harcelé un ami qui voulait s'occuper de lui, qu'il aime beaucoup, qui est le mari de ma meilleure amie, qui l'a vu naître, qui a dit bon je vais m'en occuper. C'est quelqu'un qui s'occupe de pas mal d'associations, qui aime beaucoup aider les autres. Il l'a harcelé de SMS et de mails vraiment terribles, épouvantables. Ouais, mais vous voyez bien que ça, c'est la production de quelqu'un qui a une vraie pathologie. Mais oui. Mais ma question, c'est d'abord quelle pathologie? Bon, ça c'est psychiatrique, ça j'en suis certaine. Est-ce que il avait en lui? Est-ce que le fait de fumer a accéléré le processus? Tout à fait. Oui. Et maintenant, il en est au stade où, comme il avait tiré sur cette personne, a dit moi je veux plus le voir dans le village. Donc il a appelé un de ses amis qui est venu le chercher, qui est son ami d'enfance et d'école, qui vient d'ouvrir un domaine, restaurant, etc., qui a dit viens m'aider. Tu vas voir, ça peut être intéressant, etc. Et je l'ai eu cet après-midi, il m'a dit, j'en peux plus, je ne sais plus quoi faire de lui. Oui. Alors le procureur a tout un dossier, comme quoi il a une vraie pathologie, puisqu'il a des témoignages écrits. Ça ne bouge pas. Alors il est convoqué au pénal, bien sûr. Forcément, mais c'est là, j'imagine qu'il doit y avoir un avocat qui s'occupe de ça. Non, parce que la partie en face n'a pas voulu prendre d'avocat parce qu'ils nous connaissent. Vous savez, dans les petits villages, tout le monde se connaît. Donc, je l'ai appelé, cette Jeanne, personne. Et qu'est-ce que vous pensez d'une hospitalisation à la demande d'un tiers? Alors, oui, mais nous, avec le dossier qu'on a fait, moi, j'ai demandé au procureur qu'il l'hospitalise. Je lui ai dit, faites quelque chose. Oui, d'accord, mais la demande d'un tiers, c'est-à-dire que c'est vous auprès de médecins, pas du procureur. Mais encore faudrait-il qu'il accepte de voir un médecin. Non, il ne le verra pas. Il faut, quand il va avoir un nouvel accès. Voilà, je vous le dis, il va avoir un nouvel... Il est en plein dans la crise, là. Voilà, il va y avoir un nouvel accès. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est appeler une unité d'urgence et demander à ce qu'il voit un psychiatre. Un psychiatre, il va immédiatement voir dans quel état il est et il va le faire hospitaliser. Alors, c'est pas facile parce que en fait, il cache son jeu. Il passe ses journées à beaucoup se coucher, dormir. Là, il sait très bien, il m'avait pas appelé depuis 10 jours, donc j'étais inquiète. J'avais beau lui envoyer des SMS. Il ment. En plus, il ment énormément. Surtout. Oui, non mais vous avez bien compris qu'il est malade et qu'il faut qu'il aille à l'hôpital. Oui, mais ça, je sais qu'il est malade. Mais quand j'en ai parlé, quand j'ai demandé une hospitalisation par un tiers, on m'a répondu que de toutes les façons, il fallait qu'il ait une crise violente, exactement, qu'il ait quelque chose. Et oui, mais il n'en a pas. Il va en avoir. Il n'a pas de crise. Et là, s'il va en avoir une. Et il part. Il en a fait une chez moi l'année dernière, parce que je lui ai parlé justement de la personne à qui il envoyait les SMS et les mails injurieux. Quand j'ai donné le nom de cette personne, il est rentré dans une rage folle. J'ai eu très peur, pas pour moi, parce que moi, il m'aime beaucoup et je sais qu'il ne me touchera jamais, mais pour lui. Il a commencé à casser son ordinateur contre les murs. J'ai voulu appeler la police. Non, mais normalement, il était déjà parti. Quelqu'un qui est dangereux envers les autres et envers lui-même, normalement, ça donne lieu à une hospitalisation. C'est vrai qu'il est capable de donner le change, sauf si vous avez quand même un dossier nourri, un dossier médical. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir... Aucun dossier médical. Aucun. Il n'a jamais vu de médecin. Non, il n'a jamais vu de médecin. Pas un dossier médical, mais vous avez déjà un dossier qui est assez construit, qui est assez nourri, celui qui est pour le procureur. Moi, je vous conseille d'aller voir un médecin avec ce dossier, en lui demandant quelle est la marche à suivre, en vous disant voilà où on en est, qu'est-ce que je dois faire. Et un médecin va vous dire quoi faire. Médecin et aussi avocat. Oui. Alors lui, il veut pas prendre d'avocat. Non, mais il s'agit pas de lui que lui prenne un avocat. Moi, j'ai envie que vous appeliez un avocat pour savoir quelle est la procédure à suivre. Et ce qu'un avocat va vous dire, c'est une hospitalisation à la demande d'un tiers. Oui, c'est vrai, il faut attendre une nouvelle crise, sauf à se servir de la crise qu'il y a déjà eu. Alors bien sûr, en plus, il y avait de l'alcool. Il était alcoolisé. Donc il a fait. Mais un médecin, un psychiatre va demander peut-être une expertise psychiatrique. En fait, c'est ça qu'il faut demander. C'est une expertise psychiatrique. Et à la suite de quoi, il peut être hospitalisé. À partir du moment où il refuse... Mais c'est pas lui lui va refuser. Il n'y a pas un fou qui vous dit qu'il est fou. Ils refusent tous. Oui, ça je sais bien. Il est dans le déni total. Exactement. Donc, il cache tellement bien son jeu. Je vous interromps, mais pour vous dire, il travaille depuis 3 mois chez cet ami qui ne s'est même pas rendu compte. Son père l'a appelé pour le mettre en garde et son ami a pratiquement pas rayonné, mais
Il a dit mais non, mais c'est pas possible, il est tout à fait normal. Oui, voilà, c'est-à-dire que Tout à fait normal. oui, mais il a des phases, des îlots des îlots de réalité. Je crois, des bouffées délirantes. Pas que, à mon avis. Pas que. Ouais, pas que. Mais le problème, c'est qu'il mesure 1m85, que c'est un très beau garçon, qui est normal, mais je veux dire, c'est pas bon, et on a du mal à le maîtriser. Hein. Donc, j'imagine bien. Donc, moi, quand il a piqué sa crise à la maison, le temps que je prenne mon téléphone, il m'a pris le téléphone des mains, il l'a jeté contre les murs, il a pris son sac, il est parti, je savais pas où il était. Bien sûr. Écoutez, écoutez ce que je vous dis, c'est-à-dire, l'affaire va passer au pénal. Allez voir, vous consultez un avocat et demandez-lui quelle est la marche à suivre pour que votre fils se fasse hospitaliser. D'accord. Voilà. Et il va vous répondre demande d'un tiers. À la suite de quoi vous allez contacter un psychiatre, vous allez aller avec tout ce dossier, vous allez expliquer ce que vous m'avez dit à moi et le psychiatre va vous sortir de là. En fait, il faut qu'il soit examiné. Alors, le problème, ce qu'il faudrait, c'est que le juge demande une expertise. Oh, bien sûr, mais ce qu'il faudrait, c'est que le juge demande une expertise psychiatrique, parce qu'une expertise psychiatrique, il y coupera pas. Alors, ce que je pense, c'est qu'avec le dossier qu'a reçu le procureur, il doit passer en comparution donc en septembre au pénal. Donc, je me dis que ça va peut-être déclencher quelque chose, puisque la partie adverse, entre guillemets, que j'ai eue au téléphone, m'a dit, mais ne vous faites pas de soucis, moi je porte pas plainte. Mais oui, parce que le délit n'est pas énorme. Voilà, j'exige qu'il se fasse soigner. C'est la seule chose que je vais demander. Oui, mais pour qu'il se fasse soigner, il faut qu'il y ait une expertise psychiatrique. Il faut qu'il soit vu par un médecin. Et puisque lui ne veut pas y aller, c'est le juge qui doit l'ordonner. D'accord. Lui, il ira pas tout seul. Ça, vous pouvez lui faire confiance. Ça fait plusieurs années qu'il se défile et qu'il évite soigneusement le sujet. Il passe son temps à le cacher et à faire en sorte que ça ne se voit pas. Donc, il a conscience de sa maladie. Vous avez bien compris. Oui, tout à fait. Bon, donc c'est certainement pas lui qui va aller tout seul de son plein gré. Donc, ce qu'il faut, c'est que le juge réclame cette expertise et en réalité, c'est un avocat qui va vous indiquer la marche à suivre, parce que moi, pour ça, je dois dire que je ne la connais pas. Bien sûr, mais c'est un avocat que je dois consulter. Voilà, un avocat et un psychiatre. Les deux, ça pourront vous renseigner de la même manière. Même si le psychiatre est loin, Jeanne, on s'interrompt quelques instants. Je vous retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1 et tout de suite le journal avec Sophie Tussaud. C'est un coup de théâtre dans l'affaire Grégory. Le juge Lambert, le premier à avoir conduit l'enquête, a été retrouvé mort ce soir. Les JO de 2024 et 2028, l'heure est désormais aux négociations entre Paris, Los Angeles et le CIO. Et puis c'est un 14 juillet sous très haute surveillance qui va se tenir cette semaine. Nous ferons le point sur le dispositif de sécurité. C'est un événement inattendu et dramatique qui vient noircir ce soir un peu plus l'affaire Grégory. On a appris il y a quelques heures la mort du juge Lambert, âgé de 65 ans. Il avait été le premier à avoir instruit le dossier. Son corps a été retrouvé à son domicile du Mans dans la Sarthe. Il se serait donné la mort en s'asphyxiant avec un sac plastique. Le suicide qui interviendrait après les révélations des carnets intimes du juge Simon, qui remettait en cause son travail dans une enquête alors qu'il était jeune magistrat. Maître Thierry Moser, l'avocat du couple Villemain, les parents du petit Grégory, se dit catastrophé par cette disparition. Tristesse, consternation, c'est une vie humaine qui se termine de façon tragique, de façon dramatique. Je fais simplement un constat empli de tristesse, à savoir que c'est une vie qui se termine trop vite, trop tôt, et d'une façon absolument bouleversante. Je le dis en toute sincérité, et je suis ému ce soir en vous disant ce que je viens de vous indiquer. Je l'ai bien connu, il avait à peu près 35 ans quand je l'ai connu, il était magistrat depuis 5 ou 6 ans à Épinal, il a été investi d'une responsabilité importante. Je veux simplement dire que nous avions, lui et moi, des relations de respect. Il n'y a jamais eu la moindre difficulté, jamais.
Maître Thierry Moser, interrogé pour Europe 1 par Walid Berissoul à la suite de la mort du juge Lambert. Dans l'actualité de ce mardi, cette double attribution pour les Jeux Olympiques de 2024 et 2028, elle est désormais liée à un accord entre Paris et Los Angeles. Les deux villes doivent s'entendre pour se partager les deux Olympiades. Côté français, on est optimiste quant à l'issue de ces négociations, mais toujours très décidé sur la date de 2024. Tony Estanguet, co-président de Paris 2024. Écoutez, en tous les cas, on va s'y mettre dès ce soir. Et voilà, nous, on a toujours été positionnés pour être des partenaires du CIO. Moi, je suis membre du CIO. Dans notre équipe, on est en majorité, on vient du mouvement sportif. On a vraiment envie de trouver la bonne solution pour le mouvement sportif. On reste convaincu que Paris est le meilleur choix pour le CIO en 2024. Et donc, on va continuer à développer nos arguments, mais autour de la table. Et on est prêt à aider le CIO, Los Angeles, à trouver le meilleur accord pour 2024 et 2028. Ce ne sera pas un bras de fer, je crois que ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Je crois que les deux villes ont énormément travaillé, ont envie de réussir ce pari-là. Je suis un Olympien, j'ai envie que ça marche et j'ai l'impression que ça va marcher. Tony Estanguet, co-président de Paris 2024 au micro européen de Rémi Pierre. Le gouvernement allège la pression fiscale. Les baisses d'impôts qui seront mises en œuvre l'année prochaine seront plus importantes qu'annoncées. 11 milliards d'euros en tout, c'est ce qu'indique le Premier ministre dans les Échos à paraître demain. La réforme de la taxe d'habitation sera mise en place progressivement. En revanche, celle de l'ISF sera appliquée intégralement en 2018. Et pour compenser la hausse de la CSG, des mesures seront mises en œuvre pour les indépendants et les fonctionnaires. Pas d'exclusion pour l'instant chez les Républicains. C'est une commission qui tranchera à l'automne le sort des 6 élus proches d'Emmanuel Macron. En attendant la décision, le bureau politique les suspend de leurs fonctions au sein du parti. Quelques avancées après une réunion cruciale à Bercy sur l'avenir de GMNS, notamment sur les commandes des constructeurs. En revanche, toujours rien sur le nombre de salariés repris ni sur les primes de licenciement. Toutefois, le gouvernement assure que les salariés de l'équipementier automobile seront payés jusqu'à la fin août. 4 mois de prison avec sursis et 1 500 € d'amende. C'est ce qu'a requis le procureur à l'encontre de l'homme qui a agressé Nathalie Kosciusko-Morizet le mois dernier durant la campagne des législatives. Le délibéré sera rendu début septembre. Je vous le disais en titre, c'est un 14 juillet sous haute surveillance qui va avoir lieu dans quelques jours. Dans un contexte tendu, un an après l'attentat de Nice, près de 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés vendredi, notamment sur les Champs-Élysées et en raison de la présence de Donald Trump, Marguerite Lefebvre. Rien que pour le défilé militaire, 3500 forces de l'ordre seront déployées, c'est 300 de plus que l'an dernier. Avec un nouveau dispositif cette année, le périmètre de sécurité, très large, sera délimité par des barrières. À chaque ouverture, à chaque accès, des plots en béton ou des véhicules seront installés pour limiter le risque de voitures béliers, un an jour pour jour après l'attentat de Nice. Aux abords des Champs-Élysées, les policiers pourront contrôler les identités, fouiller les sacs ou les véhicules. Ils pourront également le faire sur le Champ de Mars le soir même. C'est là que se déroulera le concert géant suivi du feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel. Pour cette soirée, les autorités vont mettre en place le même dispositif que celui utilisé lors de l'Euro de foot pour sécuriser les fan zones, c'est-à-dire un espace complètement clos, vidé de tous les véhicules. Le public ne pourra y entrer qu'après un filtrage. Pour tous ces événements, un drone militaire sera même déployé dans le ciel parisien pour observer et suivre tous les mouvements de foule. Marguerite Lefebvre. À la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, chef de l'État islamique, une nouvelle fois annoncée. Cette fois, c'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui l'évoque. Après des informations de hauts responsables du groupe djihadiste, la coalition internationale affirme ne pas être en mesure de pouvoir confirmer cette information. Le Tour de France, nouvelle victoire de Marcel Kittel, la 4e pour l'Allemand sur cette 10e étape entre Périgueux et Bergerac. Le Britannique Chris Froome porte toujours le maillot jaune. La 11e étape ce mercredi rapprochera les coureurs des Pyrénées entre Émet en Dordogne et Pau sur 203,5 km. La météo. Et Christine Peña, les températures baissent. Oui, et nous allons passer en dessous des normales de saison. Ce sera sans doute d'ailleurs la journée la plus fraîche de la semaine. Autour de 15 le matin. Et l'après-midi, il fera 20 à Lille, pas plus de 22 à Paris, voyez que ça baisse. 22 également à Nancy, 24 à Dijon et Bordeaux, 22 à Biarritz. Mais toujours très beau et très chaud en Méditerranée avec entre 32, 37 degrés, 37 pour Nîmes. L'explication, c'est une goutte froide qui arrive à s'imposer sur le nord et l'ouest du pays, mais qui n'arrive pas jusqu'aux régions
région méditerranéenne. Le ciel de ce mercredi sera particulièrement perturbé, pluvieux même, de la Bretagne à la Normandie, Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France jusqu'au Grand Est. Très nuageux et faiblement pluvieux sur la Nouvelle-Aquitaine, le Midi-Pyrénées, l'Auvergne, le Rhône-Alpes. Et les éclaircies qui se développent le long de la vallée du Rhône. Ça sera lumineux et agréable et toujours grand soleil en Méditerranée. Et puis pour la suite, c'est l'amélioration qui va s'imposer avec un week-end qui devrait être très estival. Merci Christine Peña. Vous êtes sur Europe 1, il est minuit passé de 7 minutes. La suite de la Libre Antenne avec Caroline Veil. Dernière heure de Libre Antenne, dernière ligne droite aussi pour appeler le 3921 si vous avez envie de passer avec moi à l'antenne ce soir. On parle de tout ce qui vous préoccupe, de tout ce qui vous perturbe, vous rend triste, vous chagrine ou bien aussi vous rend heureux. Si vous avez juste une histoire jolie à nous raconter, n'hésitez pas parce que nous, les belles histoires, on adore ça. Si vous traversez un moment houleux, eh bien, je suis à votre écoute. On réfléchit ensemble, à voix haute, c'est souvent mieux. D'autres peuvent aussi se joindre à nous. Je le répète, vous pouvez intervenir à tout moment à l'antenne sur ce qui est en train d'être dit. Donc, je récapitule. 3921, notre numéro d'appel. Vos SMS, 73921 et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Avant le journal, nous étions avec Jeanne que nous retrouvons maintenant. Oui. Je résume un tout petit peu pour les auditeurs qui nous prendraient en ligne, qui nous prendraient maintenant. Vous avez un fils de près de 42 ans qui pose de grosses difficultés, un enfant brillant mais à la fois colérique et brillant depuis qu'il est petit. Aujourd'hui, à 42 ans, il a, malgré des études brillantes, malgré un travail tout à fait correct, il a tout laissé, il a arrêté de travailler, il s'enferme, on dirait qu'il a peur de tout, et vous vous dites, il est malade, à juste titre d'ailleurs, et vous vous demandez comment faire pour l'aider. Voilà. Oui. Je me demande comment faire pour l'aider, mais je culpabilise aussi parce que je me dis, est-ce que cette maladie, il l'a depuis tout petit, il était très sensible, mais c'est un enfant qui ne faisait pas de câlins, si vous voulez, qui avait une certaine pudeur, une certaine retenue. Est-ce que ça a été au départ de sa maladie, et puis ensuite la vie faisant, les difficultés faisant, il n'a pas été assez apte, assez fort pour lutter contre ça, ou pourquoi ne l'ai-je pas montré à un pédopsychiatre alors qu'il aurait fallu? Je sais bien qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Non, mais vous avez pensé que votre fils, il était il était brillant, voilà, bien sûr. C'est dit, mais tout à fait, je comprends très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas vous culpabiliser, parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire dissimuler sa maladie, très certainement à l'époque, elle n'était pas décelable par une maman. Vous avez vu votre fils avec les yeux de l'amour. C'est seulement un expert, c'est-à-dire un médecin et effectivement un pédopsychiatre. Quelqu'un vous dit, alors qu'un enfant hurle sur la plage et qu'il a 3 ans, vous devriez consulter, je suis pédopsychiatre. Vous vous dites, bon, les enfants l'énervent, elle n'est pas très patiente. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit. Oui. Elle est pas très patiente. Mon fils, il a 3 ans, il crie, c'est de son âge. S'il crie pas à 3 ans, quand est-ce qu'il va crier? Et puis, à l'école, il donnait entière satisfaction. Donc, il était vif, il était intelligent, il comprenait. Ce que je vous ai pas demandé, c'est quel rapport avait-il avec ses frères? Vous dites qu'il en avait. Alors, il avait un petit frère de ma seconde union, qui avait 7 ans de moins que lui, qui est, alors lui, très calme, très carré, qui est très malheureux d'ailleurs de voir, parce qu'il l'appelle son frère, hein, c'est pas parce que, donc il me dit, mais comment va-t-il s'en sortir? Ça perturbe toute la famille, en fait, hein, parce que tout le monde prend ça très à cœur, parce qu'il avait des cousins. Il avait des cousins du même âge qu'il appelait ses frères parce qu'ils allaient tous en vacances ensemble. Et maintenant, il dénigre tout le monde. Il dénigre ses oncles et tantes. Il ne veut plus voir ses cousins. Ses cousins n'ont plus envie de le voir non plus, d'ailleurs. Ils acceptent parce qu'ils sont très gentils avec moi, avec lui. Mais c'est une situation qui est terrible pour la famille. Il n'y a pas que pour moi. Pour toute la famille, parce qu'on est très liés, mes sœurs, mes neveux, et on ne sait plus comment faire. Tout le monde veut m'aider, mais personne ne trouve la solution. Et la solution. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'il a réussi à une époque, pendant tout un moment de sa vie, il a réussi à faire du lien. Et alors, Bob pose une question intéressante. Oui. Quid de sa vie affective, de sa vie amoureuse?
Alors, comme il est beau garçon, il a enchaîné les aventures. Ouais. Alors, il me dit, vous savez, moi j'avais l'habitude, c'était l'une, après on me présentait une autre, à tel point que à la fin il me disait, je te dis plus les prénoms parce que je sais pas combien de temps je vais être avec elle. Donc ça me faisait rire, moi. Bon, à la limite, je me disais, il a 20 ans, 30 ans, il a eu, justement, même, est-ce qu'il a réussi sa première histoire d'amour. Voilà. Oui, il l'a gardé sa première histoire d'amour, il avait 17 ans, il était jeune étudiant, pendant 3 ans. Ouais, donc... Ensuite, il en a eu une autre, pendant 4 ans. Il est parti avec Erasmus, donc avec cette copine, donc il a eu une vie absolument normale. Jusqu'à il y a 2 ans. Alors ce qui est très curieux, c'est que sa dernière relation amoureuse, c'était une infirmière en psychiatrie. Tiens donc. Beaucoup plus âgée que lui, qui avait 11 ans de plus que lui. Ouais, mais elle a dû essayer de le soigner sans le savoir. Et j'ai eu l'impression, c'est très curieux ce que je vais vous dire, ça n'a peut-être rien à voir, que du jour où il a été avec cette personne, que je ne connais pas, j'ai l'impression que ça l'a fait basculer. J'en sais rien. C'est peut-être parce qu'il était en train de basculer qu'il s'était. Vous voyez, je sais pas trop. Vous avez raison. On peut pas savoir. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'il a été moins bien. Ou peut-être qu'avec elle, il s'est autorisé parce que elle avait une appréhension, un toucher, une sensibilité particulière. Écoutez. Je sais pas. L'idée, c'est qu'il y a des experts, des psychiatres près des tribunaux. Il faut qu'il soit vu parce qu'il fera pas illusion longtemps, même s'il est doué. Auprès d'un vrai professionnel. Donc, demandez conseil à la fois à un avocat et aussi à un psychiatre. Renseignez-vous parce que finalement, ce qui va avoir lieu, ce procès, même si les gens sont adorables et disent non, on porte pas plainte, on va retirer, etc. Mais il faut qu'il se soigne. Il ira pas. Il va sortir de là, il ira pas. Et de nouveau, il agressera. Et vous savez, ça peut monter. Ça peut monter. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai besoin de conseils, parce que je suis désemparée aujourd'hui. Je sais plus quoi faire avec lui. Et je dois aller le voir, pas le week-end prochain, mais l'autre week-end, là où il est, chez son ami qui a cet hôtel, que j'ai eu au téléphone, donc son ami longuement cet après-midi, qui m'a dit venez, parce que nous, il est gentil comme tout, mais il me dit on sait plus quoi faire. On est désemparés. Et moi, je me dis, je vais y aller. Mais il sait plus quoi faire. Je dois. Ils savent plus quoi faire. Je dois avoir. Lui dire qu'il est mal. Qu'est-ce que je dois lui dire? À votre fils? Oui, à mon fils. Parce que je vais me trouver avec lui pendant 2 jours. Et quelle attitude je dois avoir vis-à-vis de son ami, vis-à-vis de lui? Comment dois-je agir? Tu es malade, il est urgent que tu te fasses aider. Tu n'en as pas conscience, mais moi, ta mère, je vais devoir faire ce qu'il faut pour ça. Oui, il faut que je lui dise que je vais agir, oui. Voilà. Et j'ai peur qu'il se sauve, vous savez, j'ai peur qu'il prenne son sac et qu'il parte. Parce qu'il est capable de partir sur les routes et de devenir. C'est un peu aussi. C'est ma crainte, ça. Ouais, c'est un peu aussi la mienne. Mais ne faire comme si rien n'était, ça sera pas la solution. En disant, moi, je pense que tu as de gros soucis et je pense que tu devrais consulter. Et puis, vous vous débrouillez. Peut-être que vous allez voir un avocat ou un médecin avant de le voir. Oui, je vais y aller. Je pense y aller avant, oui. Voilà. Et c'est eux qui vont peut-être aussi vous aider sur la marche à suivre. D'accord. Oui. Merci de vos conseils parce que c'est vrai que on n'est pas habitué à cette pathologie et on se pose des questions. Surtout qu'il avait une vie normale jusqu'à il y a 2-3 ans. Mais il a basculé. Pourquoi? Mais c'est la maladie. Pourquoi? C'est la maladie. Et puis je vais vous dire, il a fumé. Oui, il a fumé. Il a fumé et ça, je peux vous affirmer que fumer, quand ça révèle les structures psychotiques. Donc, c'est ça. Là, on n'est pas bien. Non. Je vous souhaite bon courage, Jeanne. Et puis, n'hésitez pas à rappeler pour nous dire ce qu'il en est et comment ça se passe. Et si quelquefois, je ne sais pas, peut-être un psychiatre écoute, mais c'est le cas. C'est le cas. Savoir comment dialoguer avec lui. J'ai reçu un SMS, par exemple, qui dit j'ai eu un cas d'hospitalisation par un tiers dans ma famille. Oui. Et en fait, c'est le médecin. Cette personne explique que c'est le médecin généraliste qui a envoyé la demande d'hospitalisation au préfet. Voilà. Oui, d'accord. Bon, donc effectivement, j'appelle nos auditeurs à nous prodiguer leur expérience si par hasard ils ont été confrontés à une histoire similaire. Voilà.
Quel dialogue je dois avoir avec lui? Comment agir? Le dialogue, moi, ma crainte, c'est qu'il se sauve. Mais il faut que... oui, moi, c'est ça ma crainte. Voilà, parce qu'il se sauve. Qu'il prenne son sac. Mais enfin, bon, vous savez, s'il doit être hospitalisé à la demande d'un tiers, on va le rattraper. Hein. La police, elle va pas mettre longtemps à mettre la main dessus non plus. En disant, écoute, vous pouvez lui dire, moi, je me fais du souci pour toi. Je pense que tu le sais toi-même, même si tu ne veux pas l'admettre, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide et j'aimerais que tu vois un médecin. Voilà. Oui. Commencez par doucement. Oui, voilà, c'est ça. Oui, pas le qu'il ne se heurte pas et parce que son père a essayé de lui parler là il y a 3 jours. Enfin, il est allé voir son père et son père me dit il y a rien à faire. Quand il m'a dit j'ai besoin d'un certificat parce qu'il vient d'être convoqué pour un suivi avant le procès. Il a été convoqué par la justice, mais je pense que c'était pour son état d'ébriété, voir si il devait avoir sans doute des examens à faire avant de passer au tribunal. Possible. Et en fait, il les a pas fait. Il n'est pas allé voir le médecin. Donc son père lui a dit écoute, tu n'as qu'à aller voir un médecin et indique-moi un médecin. On lui dit tu sais, ce serait bien aussi que tu ailles voir un psychiatre. Et il lui a dit mais c'est toi qui es fou. Enfin, il s'est mis en colère après son père en lui disant mais c'est toi qui as besoin d'un psychiatre. Voilà, mais c'est pas moi. Voilà, bien sûr, évidemment, il est dans le déni complet. Et alors donc, il n'a pas son certificat. Le procureur n'a laissé ne vous a rien dit. Non, rien. J'ai eu aucune réaction. Je vous assure que le dossier, il est vraiment épais. Hein. Et d'un ami qui est médecin lui-même, ancien médecin militaire, qui l'aime beaucoup et qui a vraiment fait quelque chose. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est l'inertie, si vous voulez. Je sais bien qu'il y a des choses tellement plus graves à traiter en France. Non, mais je pas me dis, du avec tout. un dossier pareil, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de réaction? Alors que moi-même, sa maman, j'ai écrit, je suis sa mère et j'ai écrit qu'il était en danger et qu'il pouvait mettre la vie d'autrui en danger. Écoutez, je l'ai écrit. Ouais, mais peut-être que vous aurez besoin de témoigner à ce procès. Mais je vais y aller, je vais y aller. Mais si ça se trouve, il ira pas, lui. Hein. C'est ça le problème. Oui, il ira pas, mais bon, là, par contre, on ira le chercher pour le coup. Oui. Ce que je souhaite. Écoutez, moi, je suis psychologue, je suis pas juriste, donc je peux pas vous renseigner sur la marche à suivre juridique. Mais en revanche, je sais qu'il doit y en avoir une. Oui, je vais aller vous consulter très rapidement pour pouvoir voir ce qu'on peut faire avant le procès qui doit avoir lieu en septembre. On fait comme ça. Je vous souhaite vraiment bon courage, Jeanne. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Et nous allons continuer avec Bernard. Bonsoir, Bernard. Bonsoir, Caroline. Je vous appelle parce que j'ai rencontré une personne il y a 3 semaines. Oui. C'est monté crescendo, je me suis laissé faire, je me suis laissé attendrir. Oui. Et puis c'est elle qui a fait les premiers pas et ça s'est construit au fur et à mesure, doucement mais sûrement. Il y a 3 semaines. Ouais. Vous êtes vus tous les soirs? Tous les jours? Tous les 3 jours à peu près. Oui. On n'habite pas à côté de l'un de l'autre, donc c'est un peu compliqué pour se voir. Mm-hmm. Et puis je m'étais promis de ne pas parler de ce qui me tracasse beaucoup actuellement, c'est le travail. Donc ça a tenu pendant 15 jours. Et puis là, boule de neige, quoi. Je ne m'arrête pas et je crois que ce soir, elle m'a dit bon c'est terminé, quoi. Donc ça me... Vous êtes triste? Oui. Ouais. Je devais la rejoindre le week-end et puis non, quoi. Donc je me suis fait rattraper par mon démon, par mon démon, c'est-à-dire? Je sais pas comment dire, mon défaut, quoi. Comment dire ça? C'est-à-dire cette anxiété que vous avez à propos de votre travail? Ouais. Mais parler la semaine, le soir, de ce qu'on a fait la journée, c'est difficile de dire autre chose que le travail, quoi. Oui, mais ce qu'elle vous demande, c'est de lui parler d'autre chose que du travail aussi. Ouais. Vous avez toujours été comme ça, Bernard? Anxieux, oui, je pense, ouais. Et ça vous pose un gros souci? Est-ce que vous avez un souci particulier au travail en ce moment ou c'est votre état? Ouais, je vais pas polémiquer parce que c'est... D'accord, mais c'est un moment particulier pour vous qui est compliqué. Compliqué, ouais.
Ouais. Donc bien sûr, vous lui en avez parlé. Je lui en ai parlé, on a partagé quelques petites choses, et puis là, je me suis laissé aller comme ça, quoi. Et je me suis pas rendu compte, quoi, que j'allais trop loin, quoi. Ouais, c'est-à-dire que vous avez développé. Ouais, et d'un seul coup, elle me dit, bon, j'ai plus le temps, je vais dîner, donc au revoir. Même pas au revoir, elle me dit, voilà, je raccroche. J'ai dit, bon. Ouais. J'ai envoyé 2 textos après, elle m'a pas répondu, donc bon. Peut-être que si elle passait la soirée, puis on verra demain, ça ira mieux. Oui, tout à fait, mais là, vous vous posez des questions, mais pourquoi vous lui envoyez pas, vous, un message qui n'appelle pas de réponse demain matin, en disant, écoute, j'étais très anxieux hier soir, je me sentais pas bien, je t'ai certainement ennuyé, excuse-moi, et on fera la fête la prochaine fois. Ouais. Bah oui. Ça serait plus demain, simple. Je dois prendre les billets de train et je sais pas comment la contacter pour lui demander s'il faut que je prenne les billets de train. Enfin, je me dis d'un autre côté, il faut que je les prenne, les billets de train, et puis c'est tout, on n'en parle pas. Et puis, je lui demande pas. Attendez, vous dites que ce soir, elle vous a lâché. Elle vous a dit au revoir, à demain, elle vous a dit quoi? Au revoir, c'est tout. Et vous en avez déduit, ça y est, c'est fini. J'ai un peu drôle comme ça, enfin, un peu bizarre comme ça. Vous avez entendu, c'est fini. Alors, elle vous a dit au revoir, je t'embrasse. Elle vous a dit à demain. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Rien. Non, rien. Et d'habitude, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ah ouais, au revoir, bisous, enfin, des choses comme ça, quoi, des choses tendres. Là, elle n'a pas dit des choses tendres. Du tout. Bon, écoutez, vous lui envoyez un message. Vous deviez prendre les billets de train demain. Eh ben, vous allez attendre un peu. C'est tout. Et vous allez envoyer ce message et en disant j'étais pas très bien, voilà, je me suis fait beaucoup de soucis, j'ai sans doute un peu débordé, exagéré, mais la prochaine fois qu'on se voit, on fait la fête. Ce dont elle a besoin, c'est de légèreté. Oui. Alors vous m'en parlez un petit peu, qu'est-ce qu'elle fait, quel âge a-t-elle? Bon, elle a 4 ans de plus que moi et elle travaille à Pôle emploi. Elle a fait plein de choses, plein de missions différentes, enrichissantes. Donc c'est une femme active. Oui, c'est un travail très varié qu'elle fait. Elle est heureuse de son travail, quoi. Ouais. Donc, elle a passé une période un peu difficile, un peu comme moi. Ouais. Mais elle n'en parle pas, quoi. Donc, oui, mais elle n'est plus dedans. Vous êtes dedans. Ouais. Voilà, bah, ça peut arriver. Mais je m'étais dit, je lui ai expliqué il y a 15 jours, je lui ai dit, on en parle 5 minutes et puis on n'en parle plus, quoi. Ouais. Elle m'a dit ok. Et puis là, c'est retombé, quoi. Mais la semaine, autant le week-end, je peux faire abstraction du travail et je le fais maintenant. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, je passe outre. Autant la semaine, c'est un peu compliqué on passe quand même plus de 9 heures au travail et... Oui, c'est vrai, mais en même temps, vous comprenez, quand on rentre à la maison, si c'est pour recommencer sa journée de bureau, l'autre, elle a eu la même journée que vous, et bon, il s'agit pas juste d'échanger sur le travail, mais au contraire de parler d'autre chose. Qu'est-ce que c'est plutôt, tu as passé une bonne journée, moyenne, je vais pas développer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais de se raconter autre chose, à quoi on a pensé, qu'est-ce qui fait pourquoi on est content de se parler, enfin tout ce qu'on se dit quand on est en train de tomber amoureux. Ça a commencé comme ça tout à l'heure. Enfin, j'ai commencé comme ça. Ça partait bien, bons sentiments, des choses et d'autres, et puis on a échangé, ça montait, et puis... Et d'un seul coup, vous êtes laissé aller. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai reçu un appel important, et je me suis permis de lui dire, je te rappelle. Bon, là, je pense qu'elle n'a pas trop apprécié. Mais... Ah oui, mais ça arrive. Bon, je me suis excusé, je me suis dit... oui. Je prenne l'appel, bon, d'accord. Vous savez, je pense qu'elle s'est tout simplement un peu vexée. Et voilà. Mais vous avez tendance à, peut-être au catastrophisme. Ouais, au catastrophisme. Ça y est, c'est tout de suite la rupture. Oui.
Je la connais pas encore Ouais. assez. Bah oui, parce que j'ai fait un petit calcul. Si vous l'avez vu tous les 3 jours, en 3 semaines, ça fait pas énormément. Non. Combien de temps vous restez d'habitude avec elle au téléphone le soir? Un quart d'heure, quoi. Pas plus. 20 minutes. Ouais, mais c'est quand même pas mal, déjà. Ah ouais, c'est pas mal. Plus les week-ends complets à se découvrir l'un de l'autre. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore passé 4 jours, 5 jours ensemble, quoi. Donc, Ouais. En tout cas, moi, j'enverrai ce genre de message, vous voyez, demain matin, de façon à dédramatiser et à montrer aussi que vous avez pris conscience de ce qui s'était passé, en disant: je suis désolée si je t'ai vexée, mais j'ai eu un appel important qui avait trait à mon travail. Tu sais qu'en ce moment, je suis soucieux. Et j'en ai peut-être sûrement trop parlé, donc voilà. Mais je veux que tu saches que j'ai pensé à toi et je regrette de ne pas avoir pu te reparler hier. Enfin, la prochaine fois, toi et moi, on s'amuse ou quelque chose de cet ordre. Oui, tout à fait. Je vais essayer de rattraper le coup ce soir par un texto de cet ordre. Mais ce soir, là, maintenant, en réalité, ça sert pas à grand-chose parce que là, comme diraient les jeunes, ça l'a saoulée et elle veut plus entendre parler de rien. Donc, le mieux, si vous voulez mon avis, mais ce n'est que mon avis et ce n'est qu'une suggestion, je pense que vous feriez mieux de laisser tomber pour ce soir. Et voilà. Et puis peut-être aller savoir que c'est elle demain qui va vous appeler, qui va vous dire je suis désolée pour hier soir, j'étais un peu énervée, j'avais envie d'autre chose, et voilà, et j'ai raccroché brutalement. Mais elle ne vous a pas fait comprendre que c'était fini. C'est la première fois qu'elle me fait ça, quoi. Quand même. Ouais. Bon, écoutez, maintenant vous avez le mode d'emploi. Vous savez que vous devez faire attention et que c'est pas de ça dont elle a envie de parler avec vous. Ouais. Et pourtant, ce week-end, dimanche, on était tous les deux parce qu'on a fait la fête samedi soir. Et on s'est retrouvés à partager des choses banales à faire ensemble, le ménage, des choses comme ça. Et j'avais commencé sans elle, et puis elle arrive, elle me fait: maintenant c'est ma méthode. Mais ça te gêne pas? Je fais: non, au contraire, on a chacun sa méthode, on a chacun sa façon de voir les choses, de vivre. Au contraire, il faut partager. Oui. Alors, je reçois quand même un petit message d'une auditrice qui dit: je trouve quand même le comportement de votre amie un peu égocentrique. Et est-ce que ça ne reflète pas un manque d'attention à votre égard? Un manque d'attention? Non, vous ne diriez pas ça. Ah non, au contraire. Non. Alors, un petit message de la part de Marc qui dit: si Bernard a besoin de parler, il peut me contacter pour un conseil. Marc, qui très gentiment donne ses coordonnées. Et puis, une auditrice qui nous dit: il faut dire que cette dame entend parler de problèmes toute la journée à son travail. Eh oui. Et voilà. Donc, est-ce qu'elle n'a pas l'impression tout simplement de continuer sa journée à un moment donné? Peut-être qu'il n'y a pas assez de diversion dans tout ça. Elle recommence à travailler. Mais vous pouvez lui dire: pardon, tu as certainement dû penser que je te faisais travailler hier soir. C'était pas du tout. J'étais soucieux, j'étais anxieux. J'ai un peu trop débordé. Ça se reproduira plus. Oui, tout à fait. Oui, faire ça demain tranquillement. Oui, surtout ce qu'il faudrait, c'est que vous ne dramatisiez pas. Parce que j'ai l'impression que vous avez une petite tendance à imaginer que ça y est, c'est le gouffre, c'est la rupture. Si elle avait envie de rompre, vous allez le savoir très vite, donc c'est pas la peine de vous angoisser avant, croyez-moi. Faites au contraire comme si de rien n'était. De rien n'était. Ouais. Mais oui, plus vous êtes léger, et mieux ce sera.
Voilà, et donner à l'événement un caractère léger. Surtout, il faut pas s'apesantir dessus. Si vous commencez à lui dire « Oh là là, mon Dieu, hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans un état épouvantable. Après, je regrette. Je me suis fait du souci toute la nuit. » Là, pour le coup, c'est lourd. Mais égocentrique, je reviens sur votre question. Qui est la question de l'auditrice, hein. Ouais, pardon. Non, je crois elle m'a dit, enfin, elle m'a affirmé qu'elle avait jamais ressenti avec moi depuis longtemps, quoi. Donc. Ouais. Donc, à mon avis, elle est quand même, elle est tout de même un peu accro. On ne part pas comme ça. Petit conseil de la part d'une auditrice, attention, ne prenez pas votre amie pour une infirmière. Ouais. Et puis un autre, très optimiste aussi, l'auditeur ne signe pas, qui dit « Ce n'est qu'un petit accident de parcours, rien n'est fini et surtout ne baissez pas les bras ». Moi, je pense la même chose. Il sera toujours temps de se faire du souci. Là, Bernard, une bonne nuit, hein, dodo. Vous me balayez tout ça, vous faites de beaux rêves. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis demain matin, des potrons minets, eh bien vous manifestez gaiement. D'accord. D'accord? Très bien, Caroline. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, à bientôt, Bernard. Bonne soirée, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Et tout de suite, c'est Kim qui est avec nous. Bonsoir, Kim. Bonsoir, Caroline. Je respire un bon coup parce que je suis un petit peu impressionnée. Ah ben c'est normal, mais vous allez voir, ça va passer très très vite. Oui. Alors respirez, voilà, ça y est, on y va. Merci, Caroline. Alors voilà, j'avais envoyé un mail pour expliquer que moi j'écoute la libre antenne depuis un an et demi à peu près, que j'ai découvert par hasard que une nuit que je dormais pas, que j'allumais la radio. Ouais. Et quand je vous écoute, Caroline Dublanche, Sophie Peters, vous, voilà, j'écoute les histoires des uns et des autres et il y en a certaines qui me parlent, oui. Qui me viennent en écho et souvent, voilà, j'entends ces personnes dire ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça, à cet éclairage, pardon. Et moi aussi, ça m'aide beaucoup. C'est bien ça. Voilà, mais voilà, pour revenir à mon cas, moi j'ai 49 ans. Oui. Et je suis depuis 30 ans en dépression plus ou moins chronique, j'ai des hauts et des bas. C'est beaucoup. Voilà, oui. En fait, voilà, si vous faites le calcul, à 18 ans, j'avais des envies suicidaires parce que voilà, je trouvais que ma vie valait pas grand-chose. Ensuite, j'ai rencontré mon mari à 23 ans. Ouais. Et c'était le premier homme qui m'a accordé de l'attention et je me suis peut-être accrochée à lui et j'ai vécu de bonnes années avec lui. J'ai eu 2 enfants, 2 grands enfants qui ont maintenant 19 et 17 ans. Et puis le mariage, j'ai été beaucoup mère, j'ai été peut-être un peu moins femme à une époque et j'ai sans doute perdu mon mari à ce moment-là, parce qu'il est peut-être allé voir ailleurs, je sais pas, peu importe. J'essaye de résumer. Et j'ai pas pu rallumer la flamme, si vous voulez. Donc je me suis battue 10 ans. Et puis j'ai pas réussi à rallumer la flamme avec lui. Et entre-temps, j'ai rencontré un autre homme. Ah. J'ai mené une vie parallèle, adultère, avec toute la culpabilité qui va avec, parce que je croyais au mariage et je suis tombée amoureuse de cet homme à mon corps défendant et j'ai été vraiment tiraillée entre ces 2 hommes, entre mon mari qui m'apportait encore beaucoup de tendresse, même s'il se passait plus grand-chose, et ce deuxième homme qui, lui, m'apportait, me comblait un vide. Et donc, pendant ces 30 ans de haut et de bas, j'ai consulté 3 psychiatres, parce que ma question, elle est plus précise. J'ai développé un peu mon histoire, mais pour dire que j'ai consulté 3 psychiatres, 2 psychologues. Oui. Et je trouve pas cette aide. Je trouve pas. À chaque fois, les psychologues me répondent que c'est pas à eux, effectivement, de me dire ce que je dois faire. J'en ai conscience. Mais là,
en fait, la relation avec... bon, j'ai demandé le divorce entre-temps. Ah. Parce que, voilà, j'avais choisi de vivre en disant, voilà, mon histoire avec mon mari, c'est terminé, ça fait 23 ans. Et j'ai demandé le divorce pour pouvoir me dire, je vais vivre avec mon nouveau compagnon une nouvelle vie. Oui. Sauf que pendant ces 3 ans, parce que ça fait 3 ans que je le connais, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il était d'une jalousie maladive et aussi d'une paranoïa. Ce qui fait qu'il m'a reproché pendant ces 3 ans où j'étais en train de me séparer de mon mari, de pas l'être toujours complètement, d'être partagé. Et lui, il veut plus me partager, il supporte plus cette situation. Oui, mais il va vous enfermer surtout. Voilà. Parce qu'il était devenu de plus en plus jaloux. Alors, moi, je racontais ça autour de mes amis, à ma psychologue, parce que j'ai fini à un moment... Oui. Bon, pour résumer, voilà, pour faire court, c'est que j'ai demandé ma mutation en disant, voilà, je divorce, on change de région, on va construire quelque chose. Et il vient de m'annoncer qu'il ne me suivrait pas dans mon nouveau lieu, dans ma nouvelle région. Ah. Parce que depuis 3 ans, ça fait 3 ans qu'il attend de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Parce que pour lui, je suis toujours avec mon ex-mari. Ouais. Enfin, le divorce n'est pas encore prononcé, mais pour moi, c'est terminé. Et dans sa tête à lui, il me dit que c'est plus supportable pour lui. Et donc, voilà. Donc, cette double séparation que je dois gérer... C'est très dur. Ouais, ça doit vous mettre dans un drôle d'état. Voilà. J'étais démolie. Et ma psychiatre, parce que là, j'ai eu des idées... noires. Voilà. Et elle m'a dit, je vous laisse pas sortir parce que j'ai eu envie... Enfin, ce désespoir, si vous voulez, ma colère, au lieu de la retourner contre lui, je l'ai retournée contre moi et j'ai fait effectivement un chantage affectif en disant, si tu me quittes, j'ai plus rien, quoi. Vous avez tout perdu. Oui. Voilà. Et en hôpital psychiatrique, j'y ai passé... 12 jours, là, je viens de sortir le 30 juin. Oh là là, ma pauvre. Et là, voilà, je me disais, cette prise en charge, qu'est-ce que j'ai bien voulu me faire hospitaliser. Oui. Et je demandais des conseils. Et en fin de compte, j'ai vu des aides infirmiers qui m'ont un petit peu aidé, mais psychiatre, zéro, psychologue, on va pas vous dire ce que vous devez faire. Vous devez prendre du recul, voilà, vous devez réfléchir. Et moi, j'ai employé cette image, je suis en train de me noyer, et j'attends que vous me tendiez une perche d'urgence, parce que je fais comment pour gérer cette double séparation. Parce que après, je me suis rendu compte que cet homme était paranoïaque, nocif, et que je dois m'en séparer. Mais bien sûr, il vous a rendu service. Oui, c'est-à-dire que voilà, vous vous séparez 2 fois. Même si vous savez qu'il n'est pas pour vous et que vous l'avez compris, vous êtes submergé. Voilà. Ouais. Je vais vous dire, je pense que vous êtes sorti trop tôt de l'hôpital. Ben oui, je sais, mais bon, ça tombait mal parce que j'ai mes enfants, je vous ai dit, il y en a un qui vient de passer son bac et qui était en pleine orientation, l'autre qui devait changer de logement, et j'étais pas là, ça tombe... Voilà, puis je devais choisir aussi un logement pour moi, puisque j'étais en pleine mutation, mais du coup, j'avais plus le courage de partir, j'avais envie d'en finir. C'est pour ça qu'elle m'a fait hospitaliser. Bon, là, c'était très dur parce que j'avais l'impression d'être dans un vol au-dessus de mon nid de coucou quand fallait faire la queue pour prendre son traitement. Puis je retournais dans ma chambre parce que c'était une unité d'accueil, donc c'était des séjours courts. Mais pour moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Ouais, mais peut-être qu'il faut trouver une clinique qui soit plus adaptée à vous, une autre institution. Mais là, par exemple, j'ai revu, je suis sortie, j'ai demandé à sortir parce que j'ai dit non, j'y arrive pas, vous m'aidez pas, parce qu'ils étaient tous en train de me dire non, on peut pas. Quand je dis je suis en train de me noyer et vous me dites on peut pas nager à votre place, ça je l'ai bien compris, mais en fait on me donne pas de... Alors je sais pas, peut-être que je me trompe sur les psychologues, sur les psychiatres, parce qu'ils me disent non, on peut pas vous apporter ce que vous me demandez. Et là, la psychologue que j'ai vue en sortant, elle m'a dit, vous êtes comme une petite fille qui attend qu'on vous dise ce que vous devez faire, et nous, alors
j'avais dit que quand j'écoute la libre antenne, les psychologues qui donnent... Parce que vous voyez, par exemple, les premiers cas que j'ai entendus ce matin, tout à l'heure, au début de l'émission, voilà, vous dites, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, et apparemment, eux, ils s'interdisent de dire ça. Ils disent, nous, déontologiquement, éthiquement, on ne fait pas ça. Alors, est-ce que je me trompe? Mais parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Moi, les auditeurs que j'ai, on n'est pas en thérapie à l'antenne. Oui. Les personnes appellent, les auditeurs appellent pour avoir un conseil. Oui. Une idée, un avis. Voilà. Oui. Vous voyez, donc je le donne, mais ou que ce soit Sophie Peters ou Caroline Dublanche. Mais ces personnes qui nous appellent, elles sont pas suivies en thérapie. Oui. En thérapie, c'est pas pareil. Ce qui est important, c'est justement de laisser la personne s'exprimer, de voir avec elle quels sont ses blocages, quels sont ses freins, qu'est-ce qui, dans son histoire personnelle, a pu l'amener à penser comme ça, ou dans votre cas, par exemple, à considérer que sa vie à 49 ans n'avait plus d'importance et ne valait pas le coup d'être vécue, alors que je suis sûre, moi, que c'est une mauvaise passe et que vous avez encore beaucoup de belles années à vivre. Oui, et puis bon, j'ai mes enfants et là... Que vous avez des enfants et que vous avez raison, c'est de toute façon ce qui donne un sens à la vie et c'est ce qui fait que vous allez vous battre. Oui. Ça, on est sûr de ça. Oui. Se battre, c'est pas facile, Kim, parce que vous allez devoir vous battre avec vous. Moi, je pense que vous êtes sorti trop tôt. Alors peut-être que l'institution, elle n'était pas du tout adaptée à vous. Je pense qu'il vous faut peut-être une unité plus petite, plus proche. À vous, il y a plus de proximité. Peut-être aussi tout simplement, à la suite de cette hospitalisation, peut-être vous faut-il une maison de repos. Ça peut être aussi, qui vous permettent à vous de vous reposer. Parce que ce que j'entends, c'est que vous êtes à bout, vous êtes épuisé. Oui, tout à fait. Parce que, si vous voulez, quand il m'a annoncé qu'il ne me suivrait pas, j'ai paniqué, donc j'ai tenu. Bon, c'était un samedi, le dimanche j'ai tenu pour pas finir aux urgences. Le lundi j'ai appelé le CMP tout de suite où je suis suivie. J'ai vu ma psychiatre qui m'a pris tout de suite pour me prendre en charge. Et quand donc à ce moment-là, il habitait encore chez moi et j'ai pas donné de nouvelles parce qu'on m'a conseillé de couper le contact avec lui parce que quand j'ai expliqué comment il était, je vois que j'ai pas trop le temps donc j'accélère, mais j'ai bien vu qu'il était paranoïaque et qu'il allait m'enfermer parce que pour lui, voilà, parler à des collègues, il voit le mal partout parce que bon, il a eu une enfance difficile et il a eu sûrement des cas, il voit le mal partout et il est persuadé que voilà tous les hommes sont des obsédés sexuels qui me tournent autour et moi je dis mais t'as pas confiance en moi. Il me dit si, j'ai confiance en toi mais j'ai pas confiance dans tous les autres qui te voient. Voilà. Bon, bref, j'ai compris que il fallait que je me sépare. Je savais pas comment le faire. Que vous sauviez, oui. Quand je demandais des conseils pour dire bon il faut que je sorte parce que j'ai pas le temps là de rester hospitalisée parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants, mais il faut que je gère cette séparation. Et je ne savais pas comment le faire, et il me disait, non, nous, on ne peut pas vous le dire. Alors je me dis, est-ce que je me trompe? Et là, la psy, elle me dit encore, non, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Et effectivement, quand vous répondez aux auditeurs, après, vous continuez en disant, voilà, faites-vous suivre et faites-vous aider. Voilà. Quand c'est le cas, je vais continuer, pas dans ma nouvelle région, puisque là, au 1er septembre, il faut que je déménage. Je vais me retrouver toute seule. Écoutez, il faut que vous fassiez, sinon, un petit casting. Moi, à mon avis, je pense que vous êtes sorti trop tôt de l'hôpital de cette on vous a pas revigoré, on vous a pas retapé, vous êtes sorti complètement démuni et votre appel en disant mais qu'est-ce que je dois faire, quand elle a entendu ça, elle aurait peut-être pu penser c'est trop tôt pour sortir, même si vous avez des choses à faire, si ça vous ennuie pas, on va vous garder encore un peu parce que vous n'êtes pas en état de sortir. Oui. On vous mettre dehors alors que vous êtes complètement perdu, c'est pas forcément la bonne idée. Mais bon, non, en même temps. Non, ils m'ont pas mis dehors, c'est moi qui voulais sortir. Ouais, mais elle aurait dû vous arrêter. Contre leur avis. Voilà, contre leur avis. Donc bien sûr. Oui. Eh bien, je crois que ce serait bien d'y retourner un peu, Kim. Ouais.
Je sais que ça vous fait pas plaisir. Comment je fais pour gérer j'ai 1 mois et demi, là, je suis en train de faire les petites annonces pour trouver un logement. Et il faut on verra plus tard. Au 1er septembre. Oui, je sais. Mais justement, moi, ce dont j'ai envie, c'est que vous vous coupiez de tous ces soucis. Et l'institution, ça permet cet accueil-là, ça va vous permettre de pouvoir vous laisser aller, quitte à ce que, voilà, arrêtez de penser, que vous soyez prise en charge et que vous retrouviez peut-être tous ces problèmes dans 3 semaines, pas plus. Et puis, vous serez plus forte à ce moment-là, donc peut-être que vous prendrez ce qui vient, ou vous louerez peut-être quelque chose tout de suite comme ça dans un premier temps, et vous prendrez le temps de choisir après. Ben oui, mais là, j'ai pas le temps, parce que il me reste 1 mois et demi pour déménager, et là, j'ai réussi à mettre mon compagnon dehors, par SMS, je voulais le rencontrer, mais il était pas disponible. C'est aussi bien connu. Et je lui ai dit de prendre ses affaires et de me laisser les clés dans la boîte aux lettres, ce qu'il a fait. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. Donc, j'essaye d'avancer en m'occupant. Il y a mes enfants qui sont en vacances, donc j'ai vu mes enfants aujourd'hui. Voilà, ils ont su que j'étais hospitalisée. Ils ont dû se débrouiller un petit peu. Mon ex-mari, avec qui je suis en bon terme, il n'a pas su que j'étais hospitalisée. J'ai pas voulu qu'il le sache, parce que quand je suis partie, entre guillemets, puisque c'est moi qui l'ai quitté, il m'avait dit, ton histoire, elle durera pas 3 ans. Donc, et il vit quoi, votre ex-mari? Il est dans quelle situation, lui? Il a accepté, entre guillemets. Quand je lui ai dit que je partais pour un autre homme, mais il m'avait dit, ton histoire, elle durera pas 3 ans, et il s'attend à ce que je revienne, parce que là, si je lui disais je reviens, il m'ouvrirait grand la porte. Mais et pourquoi pas? Non, parce que j'aurais l'impression d'être encore en échec. Parce que il y a de la tendresse, mais je vais pas revenir je peux pas lui faire ça, ou me faire ça, parce que je me dirais que non, il faut que j'y aille toute seule et que je me reconstruise. Mais là, vous êtes sûre? Revenir, ce serait un échec pour moi, parce que même si je lui ai pas dit que c'était fini, parce que c'est récent, ça date d'il y a 10 jours. Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être fière devant lui? Est-ce qu'on pourrait pas mettre 5 minutes la fierté de côté et penser à vous, juste là où vous êtes bien? Vous me dites qu'il y a de la tendresse. Au bout de 23 ans, il n'y a pas forcément de la passion. Oui, mais déjà, la tendresse et vouloir de la bienveillance et de l'intérêt pour l'autre, c'est pas si mal, hein? Oui, mais la procédure de divorce, elle est entamée. Elle doit se terminer bientôt. Mais même si je revenais, là, il faut que je prenne mon poste. Je suis fonctionnaire, mais il faut que je prenne mon poste au 1er septembre. Je peux pas l'annuler et je peux pas rester dans le travail où j'étais. Donc, écoutez, c'est aussi un ras-le-bol professionnel. Donc, oui, mais je pense que ça fait un peu trop pour vous, ça. Comme vous dites, et je pense que vous êtes peut-être en train de prendre des décisions un peu hâtives, comme de partir, de vous éloigner, d'avoir envie. Est-ce que c'est le bon moment, Kim? C'est vraiment. Le choix. Ouais, non, mais c'est pas. Quelquefois, on n'a pas le choix, mais on peut trouver justement la médecine peut vous aider en disant elle est pas en état. Donc pendant un moment, une durée de 6 mois pendant laquelle vous réfléchissez, vous vous faites mettre en arrêt, vous comprenez, il y a peut-être des solutions, mais là j'ai l'impression que vous foncez un peu tête baissée vers l'inconnu, alors que vous ne savez absolument pas ce que vous voulez faire de votre vie, et que les décision que vous êtes en train de prendre, c'est vous êtes poussé, mais vous ne réfléchissez justement pas à ce qui serait bien pour vous. Ouais. Et il vous faut le temps de réfléchir. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'y retourner, de vous poser et de prendre le temps. Parce que tout ça est trop rapide. Kim, on va se rappeler une prochaine fois, parce que là, hélas, notre émission s'achève et je suis obligée de vous quitter. Au revoir. Merci beaucoup. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Et tout de suite, Christophe Ondelat. Moi, je vous retrouve demain dès 22h30. Très belle nuit sur Europe 1.